Il faut du sol pour pouvoir planter des arbres et il faut du sol en grande quantité. Et je vous mets ici un schéma de Christophe Drenou pour pouvoir essayer de visualiser à quoi ressemble le système racinaire d'un arbre quand il est dans la nature, tout seul et qu'il est libre de se développer. Vous voyez qu'on a la couronne d'un platane et que le système racinaire se développe bien plus loin que ce qu'on croit d'habitude. On a toujours l'impression que les racines sont juste sous l'aplomb de la couronne, mais c'est faux. Ces racines ont besoin de plus d'espace, elles peuvent aller jusqu'à 1,5 fois, voire 2 fois la hauteur de l'arbre en rayon. Et nous, on va contraindre l'arbre en ville à être dans ceci, dans une fosse de plantation qui va être beaucoup plus réduite. Je vous représenterai ce schéma-là tout à l'heure pour les questions techniques. Mais vous voyez bien que là, on impose une contrainte au développement de l'arbre. Et si on veut que l'arbre se développe le mieux possible, il faut que cette contrainte soit la plus faible possible. Donc, il faut un grand volume de sol. Si on n'octroie pas à l'arbre un grand volume de sol, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'arbre va dans un premier temps essayer de se développer. Vous voyez les premières étapes, 1 et 2, l'arbre il s'implante, il développe du feuillage, il commence à grandir. Mais lorsque le système racinaire va arriver au bout de ce qu'il peut exploiter, ce qui va se passer, c'est que les branches vont mourir aux extrémités. L'arbre va faire ce qu'on appelle une descente de cime et il peut encore être très jeune quand il commence à faire ça. Et puis, il va devenir un petit arbre. Alors, soit on a déjà eu dans l'idée, de planter un petit arbre au début, et alors ça ne sert à rien de vouloir planter un grand chêne si on ne lui laisse pas de l'espace. Mais si on plante quelque chose qui est censé devenir très grand dans un espace trop réduit, on court au problème, c'est sûr. Alors, il n'y a pas que le sol en ville qui va être de qualité un peu médiocre, de quantité réduite, mais de qualité médiocre aussi. Vous voyez ici la comparaison, que ce soit au niveau de l'apport en eau, que ce soit au niveau de l'arrivée de la lumière, tous les paramètres de la physiologie de l'arbre, on va les modifier d'une manière ou d'une autre dans les conditions de la ville. Et donc, il faut en tenir compte pour voir comment l'arbre va réagir à ces modifications. Plus on peut fournir à l'arbre un environnement qui sera proche de ce qu'il y a dans la nature, mieux ce sera pour qu'il puisse se développer. Troisième point d'attention, c'est dans la phase projet, on réfléchit toujours à planter un arbre, eh bien, il faut bien choisir l'arbre en fonction justement des conditions dans lesquelles on va le planter et de l'espace qu'on lui laisse. Et je vous soumets ici un exemple avec un saule pleureur planté dans un espace très réduit au niveau d'un parking de grands magasins, sachant que le saule pleureur est généralement plutôt lié aux espaces humides et qu'il se développe vraiment sur de très très grands volumes, jusqu'à 10-12 mètres de rayon de couronne, c'était peut-être pas le meilleur choix à faire pour planter un arbre à cet endroit-là. Quatrième point qui va nécessiter des petits rappels, c'est le fait que le plan lui-même, celui qu'on va mettre en terre, il doit être de qualité. Alors, petit rappel de biologie, les arbres vont se développer au niveau de leur partie aérienne en exprimant leur patrimoine génétique. Et ça peut se lire dans l'architecture des arbres sous la forme de modèles, aussi bien pour des plantes en pot que pour des arbres. Ces modèles ont été décrits par Francis Allais et ses collègues. Et je voudrais qu'on regarde deux modèles là-dedans. Le modèle de Roux, vous voyez que l'axe est produit par l'activité plus ou moins continue d'un bourgeon qui va former une tête et qui va hiérarchiser en dessous des branches. Ça, c'est le mode de construction d'un peuplier ou d'un chêne, par exemple. Et puis, il y a le modèle de Troll, où chaque bourgeon va produire juste l'accroissement de la tige sur une année, puis il dépérit ou bien il fleurit, et c'est un bourgeon latéral qui continue la croissance. Vous voyez qu'on a un modèle de fonctionnement tout à fait différent, mais c'est ce qui préside à la construction d'un robinier ou d'un tilleul, par exemple. Et alors, vous comprenez donc que d'espèce en espèce, on a un mode de construction des parties aériennes qui est différent. Et voilà ce que ça donne en pépinière. On a des arbres, quelle que soit l'espèce, qui sont tous les mêmes. On a une belle tige, on a une tête qui est bien fléchée, avec un bourgeon actif là-bas au-dessus, et des branches bien réparties tout autour de ce tronc. Ça correspond au modèle de Roux,
mais ça ne correspond pas du tout au modèle de troll. Donc, en gros, en pépinière, on force certaines espèces contre leur nature à prendre une forme qui nous convient à nous. Et voilà ce que ça donne quand on plante. Si vous regardez la disproportion en plus qu'il y a entre le nombre d'axes, de branches qui sont ici, qui vont un jour porter des feuilles, on l'espère bien quand même, et le faible volume de la petite motte qui est là, avec le faible volume de racines que ça peut contenir, comprenez bien qu'il y a une disproportion très très nette entre ce qui va pouvoir absorber de l'eau par le bas et ce qui va en transpirer par le haut. Donc, de grâce, ne plantez pas de trop gros calibres d'arbres et préférez les petits calibres, si possible, du baliveau. Bien sûr, en ville, il y a les problèmes de dégâts qu'ont subir les arbres et c'est souvent pour ça qu'on plante des arbres de gros calibre. Alors, 5e point, c'est la technique de plantation. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait laisser à l'arbre un sol suffisant pour pouvoir grandir et développer son système racinaire. Ça passe par un fond qui est un vrai sol et pas du béton, qui soit décompacté. Ça passe par une fosse de plantation qui doit être volumineuse, avec des bordures qui sont réduites, alors que moi j'ai vu des exemples de plantations en ville où il y avait quasiment dans la fosse que le béton de contrebutage des bordures qui étaient apparents, on n'a quasiment pas de terre. Dans ce volume-là, on va venir planter un arbre, évidemment, via le trou de plantation, et l'arbre va pouvoir développer ses racines aussi latéralement, si possible, sous le dallage, sous le revêtement sur lequel on circule, placé de la terre avec un mélange terre-pierre, ce qui permet aux racines de l'exploiter. En surface, une cuvette d'arrosage, de grâce, plus de tuyaux pour essayer d'aller arroser la motte par le dessous, par le dessus, par le côté. Ça ne marche de toute façon pas. Il vaut mieux un arrosage gravitaire, c'est ce qui fonctionne encore le mieux. Alors, après la plantation, on n'a pas encore fini parce que l'arbre doit prendre sa place dans la ville. Et vous voyez que, par exemple, pour des arbres de voirie, ça veut dire que le tronc doit être suffisamment dégagé en hauteur pour laisser passer les véhicules sans qu'il y ait de problème. Ça doit s'anticiper, ça ne doit pas se faire à la dernière minute, sinon on fait des plaies de taille de grande dimension et on va déjà hypothéquer la survie de l'arbre sur le long terme. Alors, ces tailles de formation, voilà à quoi ça correspond. Vous voyez ici le jeune arbre qui a été planté, qui fait peut-être 4 ou 6 mètres. Et là, on a déjà un arbre qui est d'un calibre important. Et l'arbre à droite, c'est celui qui va développer à son stade à peu près adulte. Et vous voyez que seule la tête de l'arbre est à peu près conservée. Toutes les branches qui sont en dessous forment ce qu'on appelle le houppier temporaire, qu'à un moment ou à un autre, il faudra retirer. Et donc, il faut anticiper le fait de couper ces branches-là pour ne pas devoir les couper quand elles auront atteint un calibre trop important. Ensuite, l'arbre va avoir besoin de stabilité dans le temps. Les arbres vivent des centaines d'années et donc ils ont besoin de stabilité. À chaque fois qu'on va perturber l'environnement de l'arbre, on va le faire avancer dans son développement naturel. Et je vous résume ici les stades de développement d'un arbre qui passent par plusieurs phases. Les phases très jeunes, les phases de croissance rapide, puis une phase où l'arbre va surtout remplacer les structures qu'il met en place au fur et à mesure. Ça peut durer plusieurs centaines d'années chez certaines essences. Et puis, à un moment, l'arbre va arriver aussi au bout des réserves qu'il peut exploiter au niveau du sol et peut entrer à ce moment-là, comme je le montrais, en descente de cime. Il va perdre des morceaux et éventuellement aller vers une sénescence. Et dans ce processus, il y a 2 phases dans lesquelles on fait particulièrement des erreurs. La première, c'est ici. Quand on a un arbre qui est à son plein développement et qui est en bonne santé, si vous perturbez son environnement, vous allez le précipiter à la phase suivante. Et l'autre erreur qu'on fait, c'est ici, quand on a justement un vieil arbre, c'est de se dire cet arbre commence à poser des problèmes, coupons-le, remplaçons-le. Pourquoi? Parce qu'un vieil arbre, un vétéran, ça reste quelque chose qui peut être très très intéressant pour la biodiversité,
pour autant qu'il ne pose pas de problème de sécurité, on a vraiment intérêt à le garder parce qu'en plus, beaucoup d'espèces d'arbres ont la capacité de refaire de nouveaux arbres sur base de vieux en gardant ce qu'on appelle une colonne cambiale, donc une continuité entre des parties aériennes et du système racinaire. Un vieil arbre peut former comme ça des colonies d'arbres. Alors, il a besoin de stabilité dans le temps, il a besoin aussi de stabilité dans l'espace. Et je vous donne ici l'exemple de plantation en voirie au niveau de l'avenue de Tervuren, avec les plans d'origine, où vous voyez qu'il était déjà prévu d'avoir des surfaces carrossables, des surfaces pour les cavaliers, des surfaces pour les cyclistes, déjà à l'époque, les piétons et le tram. Donc, j'ai envie de dire, tout le monde cohabite déjà au départ avec des plantations de marronniers qui sont faites dans de la bonne terre, puisque avant cette avenue de Tervuren, on était dans des prairies ou dans des terres cultivées. Donc, on est vraiment en pleine terre. Voilà les jeunes arbres plantés quelques années plus tard. Vous voyez qu'on a quand même des troncs assez imposants. On pourrait croire qu'on plante des gros calibres, mais vous voyez le développement de la partie aérienne, il est encore très réduit. Donc, ce sont des arbres qui ont été plantés avec de grosses mottes et de petits développements aériens, ce qui permet justement d'avoir un équilibre entre les deux. Alors voilà ce que ça donne de nos jours, hein. Les marronniers qui ont vu des bandes de circulation supplémentaires leur être imposées et des espaces de plantation qui ne sont plus du tout en pleine terre, on n'a plus du tout un sol, on a un substrat en surface et les jeunes plants qu'on vient remettre dans cette avenue de Tervuren pour essayer de remplacer les marronniers, eh bien, ils n'ont plus du tout les conditions du départ. Si on reprend le schéma de tout à l'heure, on était peut-être avec des jeunes plantations d'origine qui étaient en pleine terre et qui étaient dans la situation de gauche, mais clairement, aujourd'hui, on est dans la situation typiquement urbaine de droite. Alors, 9e point, c'est le fait que l'arbre n'est pas un individu qui vit tout seul. Loin de là, tous les arbres vivants sont associés au niveau de leurs racines fines avec des champignons. Ils forment des symbioses avec ces champignons qu'on appelle des mycorhizes. Je vous montre sur la droite quelques photos d'extrémités racinaires qui sont mycorhizées. Et vous voyez que là, le champignon, en fait, prend le relais de la racine fine pour aller chercher l'eau, pour aller chercher les minéraux et les apporter à l'arbre. En échange, l'arbre fournit des sucres pour que le champignon puisse vivre. Tous les arbres vivants sont mycorhizés. Et donc, si vous plantez des arbres dans des conditions qui sont peut-être favorables au développement du ligneux, mais qui sont défavorables au développement du champignon, un jour ou l'autre, votre arbre, il va mourir aussi parce qu'il n'aura pas ces champignons qui sont censés l'accompagner. Et puis, le dernier point, c'est le fait qu'on a besoin, pour qu'un arbre fonctionne, et surtout sur le long terme, d'avoir du recyclage. Un arbre, il est fait pour puiser des éléments dans le sol, de l'eau et des minéraux, mais il est fait aussi pour restituer au sol de la matière organique. Alors, le problème en ville, c'est que sur les trottoirs, l'interface même qui permet de faire cette circulation au niveau du sol, bien, elle est coupée. Et même en parc, là où on est sur de la pelouse, puisqu'on a l'habitude de ramasser les feuilles pour que le gazon soit bien propre, ce recyclage ne peut pas se faire. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, je suis désolé. Je ne sais pas comment on va faire après pour les questions, parce que je ne vous entends pas, donc je ne sais pas comment vous allez pouvoir me répondre. Mais Tu en tout m'entends cas, toujours pas? merci de votre attention. Voilà, je vais retirer le partage. Merci beaucoup du coup à Monsieur Campanella. Je vais discuter avec toi par chat. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez Sans toujours les souci. écrire, effectivement. Ça va. Et donc, on fera les questions à la fin de toutes les présentations, je pense, pour que ce soit plus groupé. Et parce qu'il y aura peut-être des questions qui concerneront différents intervenants. Donc, je vais passer la parole à Mélanie Ed. Si tu sais déjà partager ton écran. Et pendant ce temps-là, je dis à Monsieur Campanella qu'on posera les questions à la fin.
Donc, Mélanie, est-ce que tu sais activer ton micro? Voilà, merci, parfait. Et on voit la présentation. Donc, on ne t'entend pas hein, pour l'instant, Mélanie. Je pense que tu dois activer ton micro. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Super. Oui, parfait. Alors, hop. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le plan Canopé qui est en train d'être mis en place à la ville de Liège. Donc, il s'agit bien d'un plan qui vise à placer les arbres urbains au centre de la stratégie d'adaptation de Liège au changement climatique. Donc, on sait bien que ça ne va pas suffire, mais pour l'instant, c'est notre point de départ. Donc, un bref plan de la présentation, donc les données et les informations préalables, un état des lieux de ce qui a déjà été réalisé au point de vue des études scientifiques avant plantation, comment on a choisi de déterminer les quartiers prioritaires, sur quels critères est-ce qu'on s'est basé, et puis en fonction de l'état des lieux et des quartiers prioritaires, quel scénario a été choisi pour la ville de Liège. Donc tout d'abord, pourquoi un plan Canopé? À cause du changement climatique en cours, pour adapter la ville en fait à ce qu'on appelle les effets d'îlots de chaleur urbains, d'autant plus que les modèles nous montrent que d'ici 2100, la température de Bruxelles, en fait, elle sera équivalente à celle qu'on connaît aujourd'hui du côté de Porto. Alors un autre exemple de ce qui va sans doute arriver à Liège, mais on essayera d'atténuer toutes les conséquences de ces effets, c'est le nombre de jours de vagues de chaleur, ou plutôt, oui, c'est ça, le nombre de vagues de chaleur. Donc, à gauche, vous avez des faits observés. Au centre et à droite, vous avez les faits suivant les projections du GIEC. Donc, on voit qu'on passe à plus ou moins 5, un petit peu plus, 5, 6, 7 jours de vagues de chaleur par an, à 12 jours de vagues de chaleur par an d'ici 5-10 ans et 27 jours à la fin du siècle. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'arbre comme méthode d'atténuation de ces effets de la chaleur? D'abord parce que l'arbre, ça permet de créer de l'ombre, tout simplement. Et donc, tout cet ombrage-là qui nous donne une certaine fraîcheur va aussi ombrager les matériaux qui, du coup, ne vont pas emmagasiner de la chaleur, ou en tout cas en emmagasiner beaucoup moins. Et donc, comme ils en emmagasinent moins, ils vont aussi en réémettre moins par la suite. Alors, deuxième avantage de l'arbre, c'est que c'est un petit climatiseur naturel. Donc, par le système d'évapotranspiration, en fait, il permet de refroidir l'atmosphère locale autour de lui. Alors, parallèlement à ça, les arbres, ça confère plein d'autres avantages. Donc, il y a tous les services écosystémiques. Je ne vais pas tous les citer, mais là, clairement, cette image-ci, elle nous vient du Trees and Design Action Group. On l'a traduite en français. Mais un arbre dans une rue, ça apporte du bien-être pour les personnes qui s'y promènent. Ça apporte une plus-value foncière pour les bâtiments. Ça les protège, en fait. Ça les protège des vents. Ça les protège des grosses chaleurs. Ça réduit, du coup, les consommations énergétiques. Un arbre, c'est également un repère paysager. C'est un grand atout pour la biodiversité, je ne veux pas vous le dire. Ça permet de filtrer les particules fines, d'absorber certains polluants gazeux. Et là, je ne peux pas éviter d'en parler sur Liège. Ça permet également de temporiser les eaux pluviales, de mieux drainer en fait ces eaux. Et du coup, si inondation il y a, au moins ça permet d'en réduire les conséquences et l'importance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle canopée? Donc, ici, on n'est pas dans la définition scientifique. Pour nous, l'arbre urbain, c'est un arbre à effet d'ombrage. Donc, on a dû poser notre curseur et on a défini que c'était un arbre qui faisait au moins 3 mètres de haut et en fait sous lequel on peut se tenir debout. Alors, la surface de canopée discutée ici, c'est bien la projection au sol de la couronne de l'arbre urbain. Excusez-moi. Alors, en ce qui concerne notre méthodologie, la
La première étape, c'est évidemment de préserver l'ensemble des arbres existants, que ce soit sur le domaine public, avec tous nos projets communaux, ou sur le domaine privé, notamment via les permis d'urbanisme. Donc, préserver ce qui existe, et alors, lorsque c'est indispensable, pouvoir compenser chaque abattage par une nouvelle plantation. Une autre méthode qui est mise en place pour la préservation, c'est l'édition d'un guide de l'arbre urbain, qui est en cours de relecture pour le moment et qui normalement devrait être édité en 2022. Ce guide sera destiné à monsieur et madame tout le monde, mais également à tous les professionnels de l'arbre, que ce soit des paysagistes, des aménageurs de parcs et jardins, etc. Alors, la deuxième étape, avant de foncer tête baissée, c'était de faire un état des lieux, de connaître la couverture d'arbres de tout le territoire communal et pour pouvoir estimer ce qui est possible de faire à Liège, de connaître la couverture herbacée avec certains critères de dimension pour voir où on pourrait éventuellement planter et de connaître aussi les zones imperméables qui seraient assez grandes pour pouvoir accueillir par exemple une fosse d'arbres. Donc ces sites-là, on a eu les données brutes et puis après on a dû faire un filtre en enlevant certaines contraintes. Donc pour cet état des lieux, on a passé un marché public remporté par l'ICEP et l'UC Louvain. Alors, en ce qui concerne la priorisation des quartiers ou plantés en espace public, là on se base sur les îlots de chaleur urbains, sur les densités de population sensible aux canicules et sur les densités de logements. Donc, pour l'instant, l'étape B et l'étape C ont été réalisées. Du coup, on a pu proposer des indices de canopée objectifs que je vais vous détailler plus tard. Ça a été validé. Et donc, pour le moment, on en est au lancement de campagnes participatives concernant l'espace privé et à la conception de master plans par quartier concernant les espaces publics. Voilà, donc c'est vraiment dans cette étape-là qu'on est maintenant. Et alors, pour le futur et pour pouvoir étoffer nos arguments, j'ai envie de dire, de plantation, on prévoit de demander une étude sur l'impact de la végétalisation qui sera projetée dans nos master plans sur les îlots de chaleur. On aimerait vraiment bien voir à quel point ça réduit cette sensation et ces températures subies par les citoyens, et aussi étudier l'impact de tous ces arbres et de tous ces corridors écologiques sur les services écosystémiques de régulation. Donc là, on se cantonne vraiment au carbone, à la séquestration, le stockage, à la pollution atmosphérique, à la diminution du ruissellement, à la connectivité écologique. Où est-ce que j'en suis? Excusez-moi. Oui, on se cantonne à ces services-là, donc c'est vraiment de régulation par rapport aux arbres urbains. On aimerait vraiment bien faire la différence entre un arbre planté en forêt et un arbre planté en ville. Voilà. Alors, le dernier préalable, avant de vous montrer un petit peu nos premiers résultats, c'est la ville. Donc, en rouge, vous voyez tout le domaine privé. En bleu, le domaine public. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous pouvez deviner la Meuse, en fait, qui traverse du sud-ouest vers le nord-est, qui traverse tout le territoire communal. Et donc, en termes de superficie, on est plus ou moins à moitié-moitié entre le domaine public et le domaine privé. Le domaine public, ce sont les universités, les hôpitaux, la ville de Liège, tout ce qui est infrastructure de train, le SPO, etc. C'est vraiment public, parapublic. Donc, on a divisé la ville en plusieurs quartiers, dont 28 sont uniquement des quartiers d'habitation. Alors, le vif du sujet, l'état des lieux. Donc, on avait des idées préalables en fonction des autres plans canopés existants et on voit que finalement, on a quand même 2156 hectares de canopées sur le territoire communal. La distribution est assez hétérogène et sans surprise, tout le bassin alluvial, enfin toute la plaine alluviale, qui est densément peuplée et donc densément urbanisée, est déficitaire par rapport aux autres quartiers. Alors, ce que vous voyez qui ressort énormément, c'est le bois d'Ouin, le Sartillement, qui est géré par l'Université de Liège en grande partie. Et alors ici, vous pouvez voir les bois soumis au régime forestier de Wandre. Alors, les mêmes données, mais traduites en indice de canopée par quartier, où le Sartillement ressort énormément, avec 67,9%, tandis que l'indice de canopée global est de 31,4%. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que le secteur public est mieux pourvu en arbres que le secteur privé.
Et donc, si on veut planter des arbres et faire en sorte que ces îlots de chaleur diminuent, il y a des moyens d'action dans le domaine public, mais on se rend compte que le domaine privé devrait peut-être agir aussi. Et alors, du coup, oui, une petite carte de comparaison. Voilà. Et alors, du coup, quand je passe au secteur herbacé, donc herbacé, vous voyez en domaine public, typiquement un grand terre-plein ici qui n'est pas du tout couvert d'arbres, ou un grand jardin qui est uniquement ceinturé d'une haie. On sépare les deux. Donc, qu'est-ce qu'on appelle strate artificialisée? Là, on s'est cantonné au public. Donc, typiquement, le grand parking avec toutes les voitures que vous voyez ici, qui n'est pas du tout ombragé et qui a vraiment de la place pour pouvoir un jour accueillir des arbres. On a également fait répertorier toutes les rues qui ont une certaine largeur minimale, en se disant qu'on pourrait éventuellement planter des arbres. Alors, est-ce qu'elles seront dans le trottoir? Est-ce qu'elles seront à la place du stationnement? Ça, c'est pas encore défini. Et ça va vraiment dépendre des contraintes, en fait, essentiellement du sous-sol, donc les impétrants. Donc, je voulais faire le lien avec le pourcentage de canopées dans l'espace public et dans l'espace privé. On voit que dans l'espace privé, il est plus faible que dans le public, alors que quand on regarde les strates herbacées, là, ça s'inverse, c'est le privé qui a le plus de place. Donc, on sait que pour atteindre nos objectifs de réduction des effets d'îlots de chaleur, il n'y a pas que la strate publique qu'on va devoir activer, et il y a également tout le domaine privé. Donc, en ce qui concerne les zones enherbées, vous voyez là, c'est plus ou moins l'inverse. Donc, les plateaux, eux, sont fort fournis. Ici, vous voyez ressortir très fort le quartier de Rocourt, qui est en fait un quartier avec pas mal de champs. Hein, c'est la strate herbacée brute, mais aussi beaucoup de lotissements privés dans lesquels les gens n'ont pas planté les arbres, voire même les ont enlevés dans certains cas. Alors, si je traduis ça en indice de strate herbacée, on voit que dans le domaine public, on arrive à une moyenne de 17%, tandis que dans le secteur privé, on est à 33%. Alors, une fois qu'on retire de toutes ces zones les milieux xériques protégés, enfin pas protégés, mais les milieux xériques répertoriés au PCDN, qu'on retire les zones de grande culture, le but, c'est pas de transformer tous les champs et toutes les prairies en forêt. Une fois qu'on retire les zones avec les gros impétrants, donc les conduites de gaz, haute pression, d'électricité, haute tension, etc. Et en tout cas pour le domaine public, on a fait également un masque autour de la canopée existante pour ne pas aller refermer tous les parcs et que les parcs soient également transformés en forêt. Ce n'est pas du tout notre intention. Donc on a dû vraiment tout filtrer et là on arrive à un indice de strate herbacée de 15%. Et vous voyez que dans le brut, on était à 25%. Donc, il y a de la place, il n'y en a pas non plus énormément. Alors, en ce qui concerne la strate artificialisée brute, elle est beaucoup plus faible. On a demandé un critère de 9 mètres carrés disponible. Ce n'était pas évident à trouver hors voirie. Et alors, une fois là qu'on enlève toutes les contraintes, et elles sont nombreuses en strate minérale, ben, il ne nous reste plus que 3,3%. Voilà. Alors, en ce qui concerne les voiries, là, il y a 388 km de tronçons disponibles qui ont été répertoriés. Ça fait plus ou moins 1037 rues éligibles à une arborisation. Et alors, pour les voiries, c'était beaucoup plus difficile de pouvoir se fier aux repères scientifiques qui ont été faits par imagerie, en fait, aérienne, avec des orthophotoplans, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de parallaxe, et donc dans certaines rues, les bâtiments étaient tellement hauts qu'ils projetaient leur ombre sur les bâtiments de l'autre côté, donc les façades en face, et ça faisait qu'avec le système automatique, on avait l'impression peut-être que la rue ne faisait que 2 mètres de large, alors que dans les faits, elle en fait 12, et que 12, ça commence à être tout à fait acceptable pour pouvoir planter un arbre ou un alignement d'arbres. Voilà, donc là, il y a un travail manuel qui a été fait, et on est repassé de 388 km bruts à 246 km. Donc le linéaire plantable, il est développé dans la plupart des quartiers, notamment ceux de bord de Meuse. Ça tombe bien, c'était dans ceux-là qu'on a vu tout à l'heure, il y avait beaucoup moins de couverture de canopée. Alors, si je vous fais une synthèse, donc on voit qu'en site potentiel, le domaine public a 17% d'espace disponible. Non, pardon, le domaine public
On a 15,4% de strates herbacées a priori disponibles pour planter des arbres et elle est répartie à 83% dans l'espace privé et 17% dans l'espace public. La strate artificialisée publique, elle est seulement de 3,3% et puis vous avez le linéaire arboré. Donc les sites de potentiel de plantation dans le domaine public sont assez considérables. C'est vraiment une bonne réserve, notamment sur les coteaux et les plateaux. Alors, la priorisation des quartiers, je vous l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Donc, on s'est basé, l'ICEP et l'UC Louvain ont réutilisé en fait une carte issue du projet Smart Pop qui donnait déjà les îlots de chaleur avec une maille de 100 mètres sur 100 sur la région liégeoise et notamment toute la commune. Donc, ces données-ci, vous les voyez là en brut. On a une différence de 0 à 5 degrés suivant les endroits où on se trouve sur le territoire communal. Elles ont été moyennées par quartier et puis elles ont été comparées 2 à 2 avec les densités de population sensibles aux canicules et les densités de logement. Donc, ça a été croisé chaque fois 2 à 2 et puis on a dû faire il y a un indice commun qui a été créé pour faire une hiérarchisation en fait, de ces quartiers et voir où il était primordial d'agir en fonction des îlots de chaleur et de la concentration de logements et de population. Donc, il en ressort 6 quartiers prioritaires. Et donc, on a un indicateur global en fait, au niveau de la sensibilité aux îlots de chaleur urbains. Et maintenant, une fois qu'on avait l'état des lieux de la canopée, ce qui était possible de planter dans le domaine privé, dans le domaine public, et les quartiers dans lesquels il est prioritaire, on a pu construire un scénario plausible. Et donc, le scénario choisi, c'est d'augmenter l'indice de canopée de 3%, donc passer de 31,4 à 34,4% d'ici 12 ans. Non, pardon, d'ici 2050. J'aurais dû l'écrire sur la dia. Donc, l'idée, c'est de planter massivement des arbres pendant 12 ans pour qu'en 2050, ils aient pu développer suffisamment leur couronne pour avoir une augmentation de 3% de l'indice de canopée. Donc, sur Liège, 3% du territoire, c'est plus ou moins 206 hectares. Et alors là, on l'a divisé avec la couronne moyenne, enfin plutôt la surface de canopée moyenne d'un arbre qui, pour nous, est de 80 mètres carrés. Et donc, ça correspond à plus ou moins 24 000 arbres à planter sur le domaine public et sur le domaine privé. Alors, comment traduire cet objectif global dans les quartiers? On a dû définir des objectifs spécifiques. Plus l'indice de canopée du quartier est proche de l'indice global à atteindre, moins il y aura, moins l'indice spécifique du quartier est élevé. Donc, par exemple, vous voyez le sertillement ici, on est carrément dans une augmentation inférieure à 1%. Mais si vous vous rappelez bien, 68% du territoire est recouvert de canopée, tandis que lorsque l'IC de quartier est très bas, là, sa contribution est essentielle à la végétalisation de la ville et on demande même une augmentation de 4% et non pas de 3% comme sur la moyenne du territoire. Alors, l'enjeu, évidemment, ça va être de pouvoir planter dans ces quartiers prioritaires qui sont déficitaires en arbres par rapport aux autres quartiers, mais également en place disponible, que ce soit en strate herbacée ou en strate minérale. Et du coup, on se rend compte que dans tous ces quartiers affichés en rouge, la strate herbacée, qu'elle soit publique ou privée, ne sera pas du tout suffisante pour atteindre l'objectif de plantation requis. Et donc, on va devoir activer la strate minérale, ou la strate artificialisée. Ça représente évidemment d'autres coûts. Pour la petite info, un arbre planté dans un parc, toute la plantation, le prix de l'arbre compris, ça revient à plus ou moins 500 €. Un arbre planté dans une rue avec une fosse à bonne dimension, suivant l'essence et donc suivant les dimensions de la fosse, on est entre 3 000 et 5 000 € par fosse d'arbre. Donc voilà, ce sont des budgets complètement différents. Donc, dans les quartiers en vert, on va agir essentiellement sur la strate herbacée. Les quartiers en rouge, on voit qu'elle ne suffira pas. Et donc, il faut aussi qu'on agisse sur les places minérales et sur les rues qui ne sont pas encore arborées, mais qui présentent un espace suffisant pour pouvoir le faire. Alors, en termes de proportion, vous le voyez, on demande
on estime que sur les 24 000 arbres, il y aura plus ou moins un tiers qui sera planté sur le secteur public herbacé, mais qu'on aura besoin de 15 000 arbres dans le secteur privé. Alors, pour calculer tout ça, l'idée, c'était de ne pas refermer les parcs, mais c'était aussi de ne pas, entre guillemets, attendre de la population qu'elle referme ses jardins et qu'elle les transforme en forêt. Donc, pour faire nos estimations, on s'est basé sur le fait que 35% maximum des jardins seraient recouverts d'arbres pour permettre d'autres fonctions comme le potager, je ne sais pas, l'espace de jeu, la terrasse, etc. Enfin, la terrasse, la zone de barbecue herbacée. Voilà, donc les stratégies d'augmentation de la canopée, mais c'est déjà de renforcer l'existant, de densifier les arbres qui existent et d'optimiser. Donc, il n'est pas question d'aller mettre des arbres qui feront maximum 5 mètres de haut à côté de buildings qui en font 30. L'idée, c'est vraiment que tous les bâtiments puissent protéger, en fait, puissent bénéficier, de l'effet d'ombrage de ces arbres. Donc, en ce qui concerne les master plans pour l'espace public, Bruno en a déjà un peu parlé, l'idée c'est bien de mettre le bon arbre au bon endroit et dans de bonnes conditions, en tenant compte des contraintes du site, que ce soit en lumière, en espace disponible dans le sol, hein, les impétrants, etc. Puis tenir compte des besoins de croissance de l'essence, éventuellement aussi plus tard des objectifs de qualité de l'air. Pour tout ce qui est arbres plantés en voirie, si vous savez qu'elle est fortement fréquentée ou si c'est une voirie résidentielle, on va pouvoir mettre des essences différentes suivant leur capacité de filtration ou de dépollution. Et enfin viennent les critères esthétiques. Alors l'idée, c'est également d'avoir la plus grande diversification possible, donc d'avoir des groupes fonctionnels variés sur le territoire. Donc, il y a une diversification au sein des groupements d'arbres, mais aussi entre les groupes d'arbres. Par exemple, à Liège, on a énormément de platanes en voirie. Et donc, l'idée, ce serait de ne plus en planter, en tout cas, si on arbore une rue, de ne pas mettre de platanes dans ces rues-là. Pourquoi cette grande diversification? Parce qu'elle va permettre une meilleure résilience. Donc, on a des maladies émergentes pour les arbres. Et le fait de multiplier les essences, voire même de faire un alignement plurispécifique, ça va permettre, si un jour une maladie émerge, de ne pas priver en fait toute une rue d'ombrage et de pouvoir diminuer aussi la propagation de ces maladies. Alors, la dernière dia, une petite répartition des efforts de plantation estimés sur les 12 prochaines années. Donc, vous voyez plus ou moins 600 arbres en strates herbacées publiques annuellement. Vous voyez 1200 arbres dans la strate herbacée privée. Alors, ces 1200 arbres dans la strate herbacée, on est en train de réfléchir à comment impliquer les citoyens de manière forte. Et la première action qui est déjà déployée cette année-ci, c'est d'augmenter en fait la quantité d'arbres distribués lors de la journée de l'arbre. Donc, d'une journée où on distribuait 300 arbres, on va passer d'une semaine à une semaine où on va distribuer 1500 arbres cette année-ci. Et on espère avoir les ressources suffisantes pour pouvoir continuer cette distribution jusqu'en 2032. Alors, vous voyez aussi que pour la strate artificialisée publique et les voiries non arborées, les plantations ne commencent qu'en 2024. Pourquoi? Parce qu'elles demandent de la réflexion et du travail en bonne intelligence avec tous les services concernés. Ça demande des plans, des recherches d'investissement, de la collaboration entre tous les projets qui existent déjà en ville. Et donc, pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut d'abord qu'on fasse tout ça sur papier, qu'on réfléchisse à tout et après seulement commencer à planter. Donc, on estime qu'on pourra commencer en 2024 sur ce secteur-là. Voilà, j'en ai fini. J'espère que c'était assez clair. Célia, si tu veux reprendre la main. Merci beaucoup, Mélanie, c'était très bien. Alors, j'ai un petit problème de clavier à mon tour et donc je n'arrive plus à cliquer sur certaines choses, mais j'ai pu réactiver mon micro par miracle. Du coup, on va pouvoir passer à la présentation de Monsieur de Brabander qui est présent, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager, je ne pense pas, mais du coup, je ne sais pas vous passer la main. En tout cas, là, comme ça l'est pour l'instant. Je ne sais pas si on vous entend. Alors, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, j'espère que vous me voyez normalement.
Donc c'est vrai que on est sur une plantation en fait aujourd'hui. Donc malheureusement voilà, je suis un peu sur la route et j'ai pas pu vous montrer des visuels. Je vais essayer de faire ça autrement en vous racontant une histoire, vous faire comprendre ce que je fais. Et je vais quand même essayer de vous montrer quelques images ou alors le projet de plantation sur le terrain, que vous voyez les choses concrètes si le son n'est pas trop mauvais. Non, Donc, c'est moi, parfait. je suis biologiste de formation, naturaliste aussi. Je m'intéresse à la forêt et à la restauration des écosystèmes depuis très longtemps. Tout jeune, j'ai grandi en Afrique et l'un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est que j'étais à Abidjan, dans une grande ville bouillante de l'Afrique de l'Ouest. Et les week-ends, on partait à la plage, une plage qui s'appelle Assini. Pendant une heure, comme ça, on sortait de cette grande ville, on traversait plein de champs. Donc, j'ai connu ça tout jeune. C'était encore des boisements. Et puis, tout ça sous mes yeux se transformait en culture d'exportation, des ananas, des bananes, des choses comme ça. Donc, j'ai vu ces boisements disparaître. Et puis, on arrivait sur une rivière qu'il fallait traverser en pirogue. Et on avait 10 minutes à pied à travers la forêt jusqu'à la plage. Et ça, tout jeune, c'était des souvenirs absolument incroyables. Je me connectais à la nature, je sortais de la ville, j'allais voir cette plage et ça m'a laissé Et alors, progressivement, tout ça a été transformé. Maintenant, cette plage dont je vous parle, qui était vraiment Robinson Crusoe à l'époque, maintenant, tout ça est construit, artificialisé, électrifié. Il y a des lumières, etc. Il y a des quads. Et en fait, on a perdu ce magnifique espace naturel. Et en fait, quand j'en parle avec des amis d'enfance, etc., les gens sont tous un peu tristes d'avoir perdu ça. Et donc, j'ai grandi en me posant cette question, mais qu'est-ce que c'est que ce progrès, en fait, qui transforme toutes ces merveilles naturelles en espaces urbanisés qui nous apportent pas la même satisfaction. En tout cas, quand il y a trop d'espaces urbanisés, ça devient étouffant, je crois, pour beaucoup de gens. Et puis, j'ai fait mes études et quand j'ai voulu travailler dans la restauration écologique, on ne me proposait que de la recherche. Et j'étais bloqué, je ne voulais pas faire de la recherche, je voulais vraiment être sur le terrain, pratiquer, et je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai complètement dévié. J'ai travaillé dans des safari lodges d'abord en Afrique, et puis je suis rentré en Belgique il y a une douzaine d'années. Je n'avais jamais vécu en Belgique avant, je suis belge, mais et puis j'ai travaillé chez Médecins sans frontières. Et un jour, j'ai voulu quitter Bruxelles où j'étais pour me retrouver à la campagne dans la nature et j'ai ouvert une chambre d'hôte, un chalet dans la forêt ardennaise. Et là, j'ai eu beaucoup confiance parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que moi qui aspirais à cette reconnexion à la nature, mais qu'en fait, il y avait plein de gens. Cette chambre d'hôte a très, très vite beaucoup marché. Et j'ai aussi acquis cette confiance en moi d'être capable d'être autonome et de me gérer sans chercher un boulot comme moi toujours et de créer mon propre poste. Et j'en viens enfin au fait de ces fameuses forêts urbaines, c'est avec cette méthode Miyawaki. J'ai découvert par hasard un jour une présentation sur Internet, un Indien qui expliquait qui crée ces micro-forêts avec une méthode qui nous vient du Japon et qui donne des résultats spectaculaires. Et entre autres, il y avait cette image d'une vraiment friche urbaine qui, en 3 ans, était devenue un magnifique écosystème forestier avec des arbres de 3 à 6 mètres de haut. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Ça a l'air incroyable, cette méthode. Et tout de suite, j'ai contacté cette personne en lui demandant si je pouvais venir la rejoindre en Inde, apprendre la méthode et peut-être commencer la même chose en Belgique. J'ai fait ce magnifique voyage et entre autres, un soir, j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'elle m'a marqué. Vous voyez que je parle beaucoup dans l'émotion plus que dans la technique, hein, parce que je crois que c'est ça finalement le moteur. Euh, et en fait, un soir, j'étais pas en forme dans ma chambre d'hôtel. Et pour me changer les idées, j'ai décidé d'aller voir une forêt Miyawaki qui était en face la nuit. Je me dis pourquoi pas.
Et en allant voir cette forêt Miyawaki, tout de suite, je me suis senti mieux. J'ai senti vraiment que ces idées noires, cette espèce de tristesse comme ça partait. J'étais de nouveau bien. Et en arrivant dans cette forêt Miyawaki, j'ai commencé à entendre plein de petits bruits. Des oiseaux, des petites choses qui se déplaçaient, des feuilles qui bougeaient dans la forêt. Et je me suis rendu compte que non seulement cette forêt me rendait vraiment mieux, mais qu'en plus, c'était vraiment un habitat pour la biodiversité. Et ce soir-là, je me suis dit, il faut absolument que je crée ces micro-forêts Miyawaki, c'est extraordinaire. Et à mon retour en Belgique, j'ai commencé à en parler autour de moi et les gens m'écoutaient en me disant, écoute, c'est bien, continue mon brave. Et il ne se passait pas grand-chose. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence par un projet. Et donc, près d'Orménie, près de Hatt, en fait, j'ai créé la première forêt urbaine. Et ça a été un succès tout de suite. Il y a eu plein de participants, il y a eu les médias. Euh, alors, l'intérêt des médias, c'est que ça permet de faire diffuser les idées. Vous voyez, de faire connaître les choses. Et ça m'a... Et alors, suite à ce projet, bon, ce projet a extrêmement bien marché. Maintenant, cette forêt a 4 ans. Il y a des arbres qui font 5, 6, 7 mètres de haut. C'est vraiment extraordinaire. Euh, et puis, le téléphone a commencé à sonner. J'ai commencé à créer d'autres forêts urbaines progressivement. Et maintenant, 5 ans après, j'en suis à plus de 40 projets maintenant en France, en Belgique. Et ça prend vraiment de plus en plus d'ampleur et j'en suis ravi. Alors, qu'est-ce que c'est que ces forêts Miyawaki? Ce sont des écosystèmes de type forestier parfaitement adaptés aux conditions de sol et de climat actuels. Ce sont des micro-forêts, on parle de 100 mètres carrés à 2-3 000 mètres carrés. Ce sont des écosystèmes extrêmement dynamiques où on va préparer le sol, on va ameublir le sol pour faciliter la croissance des racines, permettre à l'eau de s'infiltrer. On va apporter des amendements, du fumier, du compost, des broyats pour qu'il y ait de la nourriture, qu'il y ait de la vie dans le sol. Et alors, depuis peu de temps, j'inocule même des micro-organismes entièrement naturels, des bactéries, des champignons, des protozoaires dans le sol qui vont vraiment réactiver la biologie du sol. En fait, il faut savoir que les sols, s'il n'y a pas une biologie active, ils ont tendance à se compacter assez rapidement et les arbres ont beaucoup plus de mal à obtenir leur nourriture, leur oxygène et l'eau. Donc, et c'est vraiment la biologie du sol qui va maintenir le sol dans un état agréable, on va dire, pour les arbres. Après, on va planter 15 à 30 espèces natives indigènes différentes. Donc, l'idée, c'est d'essayer de reconstituer un écosystème tel qu'on pense qu'il était il y a très longtemps. Donc, on a pour ça un outil qui s'appelle le potentiel naturel de végétation, qui a été créé par une université allemande. On voit une carte de l'Europe avec des couleurs, des codes différents qui nous montre de façon idéale à quoi ressemblerait la végétation s'il n'y avait pas de perturbation humaine. Alors, sur quoi est basée cette carte? C'est sur des reliques de forêt qu'on trouve ici et là. Et c'est aussi la science qui décrit assez bien, on a de la chance pour toute l'Europe de connaître assez bien les successions végétales qui mettent une prairie à une forêt mature, avec les essences pionnières, secondaires et enfin la forêt mature. Donc, avec toutes ces informations, le sol, c'est l'ensoleillement, l'humidité près des rivières, etc., on arrive à cartographier cette végétation idéale. Donc, moi, je me base là-dessus pour sélectionner la communauté d'espèces la plus représentative possible et je complète ça par des observations de terrain. Donc, je vais trouver des forêts dans des états acceptables de conservation, aller observer ça, essayer de voir un peu quelles sont les différentes strates, quelles sont les dominances, etc. Et donc, entre la théorie et les observations de terrain, j'arrive à une carte, à une liste, pardon, qui va reprendre les espèces dominantes, secondaires et mineures avec à chaque fois les 3 strates principales de la forêt. Donc, par exemple, le chêne qui va être au-dessus, le charme en intermédiaire et le noisetier en dessous. Donc, on arrive à une liste de 15 à 30 espèces différentes et c'est celles qu'on va planter dans ce sol qu'on aura préparé juste avant.
On plante énormément d'arbres, 3 arbres au mètre carré. Miyawaki recommande 2 à 7 arbres au mètre carré. Plus les conditions sont compliquées, plus on va augmenter la densité d'arbres. Et comment on en arrive à ça? Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps d'aller trop dans les détails. Et le professeur Akira Miyawaki est un botaniste japonais qui a été le directeur de l'Institut de recherche international sur l'écologie, qui a participé à des grandes conférences à Rio de Janeiro, à Johannesburg, les sommets de la Terre, qui a eu le prix Blue Planet, qui est un prix prestigieux en Asie pour un genre de Nobel pour l'écologie, et qui a étudié ça pendant 40 ans. Il a parcouru le Japon de long en large et en travers pour vraiment comprendre la dynamique naturelle. Et en fait, ces successions dont je vous parle, si on abandonne une friche, par exemple, à Liège ou à Bruxelles, et qu'on attend que la forêt revienne, on estime qu'il faudrait plus ou moins 200 ans pour retrouver une forêt mature. Ça, évidemment, les temps modernes nous permettront sans plus cette échelle de temps pour retrouver la forêt. Et donc, la question que le professeur Miyawaki s'est posée, c'est comment accélérer ce reboisement. Et il en est venu à cette méthode qu'il a expérimentée patiemment sur plus de 40 ans. C'est vraiment une méthode qui marche, qui est documentée scientifiquement en japonais, en chinois, en anglais. Il commence à y avoir des études françaises à Nantes, à Toulouse. On parle maintenant peut-être d'en faire une à Metz également. Donc ça se développe, il y a des connaissances et surtout visuellement, quand on vient voir ces forêts, il faut avoir les mains devant les yeux pour pas se rendre compte qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ces forêts Miyawaki. Elles poussent dans des conditions normales d'environ 1 mètre par an. C'est vraiment incroyable. Et donc, en 20 ans, grâce à cette méthode, on arrive à retrouver l'équivalent d'un écosystème qui aurait 200 ans. On va 6 fois plus vite. Donc, ce n'est pas évidemment la hauteur des arbres, la grosseur des arbres, c'est l'écosystème, l'architecture de la forêt, la diversité des espèces, toutes ces interconnexions, etc. Voilà. Donc, c'est ça, cette forêt Miyawaki, et on crée ça dans des espaces publics. Il y a une dimension participative. Il y a tout un intérêt écosystémique dont vous avez parlé précédemment. Et surtout, la phrase qui revient le plus souvent quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de ces forêts Miyawaki, c'est ça fait du bien. Ça inspire, ça rompt cette fatalité. On ne sait pas quoi faire face à tous ces enjeux. Voilà. Merci. Peut-être vous avez quelques minutes. S'il me reste 1 ou 2 minutes, je peux montrer quelques images. Alors oui, le problème, c'est que j'ai nommé mon collègue Thibaut Mottet. Thibaut, si tu sais nommer Monsieur de Brabander en co-animateur. Ouais, je regarde. Merci. Parce que du coup, moi, j'ai un problème de clavier qui est apparu durant Voilà. le webinaire. Donc, j'essaye de le régler, mais là, c'est pas évident. Voilà. Dès que c'est activé, prévenez-moi, je partagerai l'écran. OK. Il y a déjà quelques questions qui vous concernent, donc on prendra aussi un On petit peut peu. peut-être commencer par les questions. Ok. Enfin, comme voilà, je vous laisse. Normalement, c'est bon, vous êtes en tant que co-animateur. Eh ben, super. Ben, Vous je voulez... partage mon écran si Ok, ça ça va. marche. Et Merci alors, Thibaut. donc, voilà. Normalement, vous voyez mon écran. Non, Est-ce là que pour ça l'instant on voit pas. fonctionne? Non, pour l'instant on voit rien du tout. Alors, écoutez, si c'est trop... Si Attendez. pas, ce qu'on pourra faire, c'est peut-être que vous me les enverrez par la suite Oui. et peut-être votre Ou sinon, présentation aussi. voilà, moi, ce que je vous invite, c'est d'aller sur le site urbanforest.be. Vous allez voir plein d'images, des vidéos, il y a des liens vers... voilà. Ok, Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. merci à vous. Alors, on va du coup commencer par les questions qui vous concernent. Comme ça, on pourra vous libérer au plus vite. Donc, merci Mélanie Ed qui a répondu à une des questions concernant l'adresse de la forêt à Hatt. Alors, on a 2 questions de Madame Séverine Landa
qui nous demande pouvez-vous me dire si ces anciennes essences seront résilientes et pourront survivre au changement climatique annoncé? Alors, à mon avis, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai choisi le parti de faire cette communauté d'espèces selon nos connaissances actuelles, sans intégrer tout à fait le changement climatique. En fait, on part du principe que plus il y a cette diversité, hein, on parle de 15 à 30 espèces différentes dans des conditions de sol optimales, je m'attends à ce qu'elles soient extrêmement résilientes par rapport aux perturbations climatiques. Il se peut que dans ce cortège d'espèces, il y ait une, deux, trois, quatre espèces qui arrivent à leur limite écologique à un moment ou l'autre. Elles seront reprises par les autres. En fait, cette niche écologique, si un être, par exemple, meurt dans cette forêt, il sera repris par un autre qui est à côté. Donc, le parti que j'ai choisi, c'est de diminuer les ratios. Si, par exemple, le être est dominant, ben, je vais le passer en secondaire ou en mineur parce que on s'attend à ce qu'il ait de plus en plus de mal avec les années qui viennent, mais on ne va pas l'éliminer et le cortège d'espèces va finalement voilà, tamponner l'effet du changement climatique. Ok. Alors, il y a plusieurs questions qui se regroupent, donc je vais les poser en même temps parce qu'il y a quand même des petites subtilités. Mais donc, toujours Madame Landa qui demande si toutes les essences plantées survivent ou est-ce qu'il y a des pertes et s'il y a des pertes, de combien de pourcentage cela s'élève. Dans la même idée, on demande quel est le taux de survie des arbres plantés et donc quel est le taux de gaspillage des plants qui meurent. Et alors, on a aussi une remarque qui dit qu'il y a énormément de pertes en fait via cette méthode-là, que le coût est important, on peut avoir une perte jusqu'à 80%, et que là, avec la pénurie des plants actuels, c'est un non-sens et que ça peut poser problème. Donc là, je vous lis les commentaires. Oui, oui. Alors, en termes de coût, c'est comparé à quoi? Si on compare, par exemple, à la présentation juste avant du prix d'un arbre en alignement de rue ou quoi, vous vous rendrez compte que la forêt Miyawaki est beaucoup moins chère que les autres formes de végétalisation en ville, bon, sauf si vous parlez d'un gazon, d'un simple arbuste quelconque. Donc, en termes de coût, ce n'est pas vrai, ce n'est pas plus cher, pas du tout. En termes les études montrent aussi que dans des conditions raisonnables, on parle de 90% de survie sur 20 ans et de 70% de survie sur 40 ans. Donc ça, ce sont des études japonaises qui le montrent dans des climats tempérés comme le nôtre. On a souvent cette vision qu'on plante beaucoup en espérant que certains vont survivre. Ce n'est pas ça. Cette forêt va être très dense, structurée, dense, complexe, et la majorité des espèces vont trouver leur place. Alors, qu'est-ce que j'observe depuis 5 ans que je fais ces forêts? J'observe une mortalité de 2 à 5% jusque-là, donc c'est tout à fait acceptable, sauf dans des conditions critiques. Donc, il y a un projet, par exemple, à Péroué, où il y a eu, ça s'est mal passé, la forêt est un échec. Il y a aussi un projet à Paris, sur un sol industriel extrêmement dégradé, où justement, je n'avais pas cette compréhension du sol à ce moment-là et de la gestion hydrique. Et du coup, j'ai fait une butte, enfin, j'ai mal fait mon truc et la forêt a très mal évolué. Tous les autres projets fonctionnent de façon extraordinaire. Il faut aller voir. Je crois que c'est la meilleure des choses. Et alors, il y a une étude qui est, à mon avis, très malveillante, qu'on montre souvent. C'est une étude en Sardaigne. Donc, il faut contextualiser. La Sardaigne, un climat extrêmement aride, sol rocailleux très compliqué. La forêt a disparu quasi, on n'a plus que le maquis. Et on a fait un projet financé par l'Union européenne pour comparer une méthode de plantation classique de foresterie et la méthode Miyawaki. Les succès de la méthode Miyawaki sont meilleurs que les plantations classiques. Et certes, on arrive à 60-70% de mortalité, mais on est là dans des conditions extrêmement extrêmes, qui, à mon avis, c'est un exemple malveillant pour décrédibiliser la méthode, alors que dans la toute grande majorité des cas, le succès est vraiment au rendez-vous. Ok, merci. Une question de Muriel Guillot, je pense. Avez-vous fait un blanco comparatif de croissance sur une parcelle voisine?
Non, je ne fais pas d'études sur ces forêts. J'ai fait une étude documentaire de toute la recherche qui a été faite sur les forêts Miyawaki, etc. Mais non, pour l'instant, moi, j'observe ces forêts que de façon informelle, par des photos, en me baladant autour, en essayant de comprendre ce qui se passe. Donc, je n'ai pas d'études là-dessus. Il faut savoir aussi que faire les études sur les forêts Miyawaki, même s'il en existe et qu'il continue à en être fait, il y a entre autres une université hollandaise, l'université de Wageningen, si je prononce correctement, fait des études depuis 2018 sur 11 forêts Miyawaki. Les résultats sont absolument extraordinaires. Euh, voilà, je n'ai pas, moi personnellement, je ne fais pas d'études documentées sur ces forêts pour l'instant. Du coup, il n'y en a pas du tout en Wallonie pour l'instant sur le sujet, c'est ça? Non, non, non. J'ai approché l'université de Gembloux, l'université de Liège, de Namur aussi, mais pour l'instant, personne ne veut étudier ces forêts Ok, en Belgique. d'accord, merci. Une question d'Anne Léger. Par rapport à la plantation de plants de quelques années, ne serait-il pas plus intéressant de semer, voire de planter des plants d'1 an? Alors, on utilise des plants qui ont entre 1 et 3 ans. La majorité ont 1 à 2 ans. Donc, ce sont des tout jeunes plants qui font 30 à 40 centimètres et en godet. Alors, en fait, Miyawaki a montré que les plants en godet donnaient des meilleurs résultats que les racines nues qu'on utilise les plus souvent. Euh, et alors, l'intérêt de planter petit, c'est que l'enracinement et finalement la résilience à long terme de ces arbres est bien supérieure que si on les plante plus grands. Et d'ailleurs, je compare dans certains jardins des arbres qui sont plantés grands en pensant gagner du temps. Et je dis souvent aux gens, vous allez voir, mais les petits arbres Miyawaki, là, vont les rattraper très vite. Et jusque-là, ça s'est confirmé. Ok. Alors, Myriam Okier qui nous dit que la densité de plantation implique une croissance rapide, mais que du coup, on aura des plants qui sont plus faibles. Alors, on a en effet, on n'a pas des beaux arbres, des beaux fûts comme dans la forêt de Swan ou dans une forêt de production. On aura des arbres beaucoup plus effilés, tortueux, une architecture forestière imbriquée, complexe à étages. C'est d'ailleurs l'un des grands apports de Miyawaki à la recherche scientifique, c'est qu'il a comparé justement ces forêts totalement naturelles de nos forêts anthropiques. Il a comparé les espèces, la densité, l'architecture. Donc, on n'aura pas du tout le même visuel que nos forêts. Et c'est d'ailleurs l'une des grandes difficultés que j'ai à transmettre le principe de ces forêts Miyawaki, c'est qu'on est tellement entouré, et depuis des générations, de forêts de gestion, de production, qu'on ne sait même plus à quoi ressemble une forêt réellement sauvage. Et donc, quand je décris les forêts ou quand les gens voient ces forêts, et je vais vous dire, la meilleure chose, hein, c'est d'aller les voir. On peut en discuter longuement, mais moi, j'invite à aller voir ces forêts, à aller voir à quoi elles ressemblent. Voilà, j'aime bien me moquer parfois parce que j'en ai même pas encore fait, qu'on me dit que ça ne va pas marcher. Et puis quand elle a 1 an, qu'elle va bien, on me dit que dans 3 ou 5 ans, ça n'ira pas. Maintenant qu'elles ont 5 ans, on me parle dans 10 ans. Quand je monte des forêts qui ont 20 ans ou 40 ans au Japon, on me demande et dans 100 ans, enfin, on n'en sort pas. Donc je pense que des connaissances que j'ai de la forêt, c'est que ça se passe très très bien jusque-là. Et je suis assez, je pense, vous savez, la méthode Miyawaki, on mimique la dynamique naturelle. On n'invente rien. Donc, je pense que ça marche très très bien même à long terme. J'ai une question qui me vient du coup par rapport à ça. Si on a des arbres peut-être plus fins, plus effilés, est-ce qu'ils ont quand même, enfin du coup comme on n'a pas d'études, ce serait compliqué de répondre à cette question, mais est-ce qu'ils remplissent les mêmes services écosystémiques que des arbres en très bonne santé et peut-être plus résistants? Donc est-ce qu'ils rafraîchissent aussi bien? Est-ce qu'ils évapotranspirent aussi bien? Est-ce qu'ils infiltrent aussi bien l'eau qu'un arbre? Alors, de nouveau, moi, je vous renvoie à cette étude hollandaise qui est sur le D'accord. site de IVN. Vous pouvez aller voir ivn.nl ou Wageningen Université Tiny Forest. Les résultats sont excellents. Voilà.
Ce qui est compliqué avec la forêt Miyawaki comparée aux études classiques, c'est qu'on ne se focalise pas sur un arbre, on se focalise sur un L'ensemble. écosystème. Voilà. Et du coup, les comparaisons sont assez compliquées. Oui, d'office. Ok, merci. Une autre question, quelle est la surface minimale pour lancer une forêt de ce type? Alors, une forêt Miyawaki, c'est 100 mètres carrés minimum. C'est une donnée un peu arbitraire. Donc, on a décidé de commencer à partir de 100 mètres carrés. Il faut une zone de pleine terre, sans impétrant et à bonne distance des infrastructures voisines. Voilà. Il y a beaucoup de questions, hein, je m'en doutais. J'espère que ça va aller pour y répondre. On aura fini certainement un peu plus tard pour les autres participants. À un moment donné, je vais devoir couper quand même pour pouvoir poser les questions aux autres orateurs. Mais bon, tant que vous êtes là, on en profite. Comment explique-t-on que le coût soit moins important que pour un alignement d'arbres, pardon? Je ne maîtrise pas les coûts associés à un alignement d'arbres, mais tout à l'heure, donc la personne parlait de plusieurs milliers d'euros par arbre dans un alignement. Pour 3 à 5 000 euros, on couvre tous les coûts associés à une forêt Miyawaki de 100 mètres carrés. Je pense que déjà, on travaille avec des petits arbres qui coûtent pas très cher. On travaille avec une mini-pelle. Plus la surface est grande, bah, plus on diminue les coûts relativement. Les amendements, on les trouve localement. C'est pas quelque chose de très cher. Voilà. Finalement, en termes de matériel, de coût direct, c'est pas très élevé. Ce qui coûte parce que Urban Forest travaille en tant qu'entreprise, c'est finalement le temps. C'est vraiment énergivore. Il faut venir analyser le site, faire une prospection botanique, il faut parler, rassurer, expliquer la méthode. Il faut organiser toute la logistique autour d'un projet comme ça. Il faut trouver les volontaires, les encadrer. Il faut suivre le projet sur 3 années. On dit que la forêt est autonome à partir de la 3e année. Voilà. Donc, pour les coûts, voilà, je pense que finalement, encore une fois, je trouve que c'est assez malveillant de dire que c'est cher. Je ne crois pas que ce l'est. Et je rappelle que la méthode Miyawaki est une méthode open source. Si vous ne voulez pas faire appel à un prestataire, vous pouvez le faire vous-même et vous baisserez encore plus les coûts. Ok, merci. Je vous invite les participants à aller voir, il y a plein de réactions, de commentaires dans le chat, mais évidemment, moi, je vais plutôt m'intéresser aux questions. Et donc, je vais devoir passer certaines choses. Il y a aussi une remarque, enfin une demande à comment vous pouvez dire en fait qu'un arbre croît plus vite si vous n'avez pas d'études en fait à ce sujet-là. Est-ce que c'est de l'observation, une comparaison? Donc, en fait, quand on dit que l'arbre pousse plus vite, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire, hein. Quand on dit ça va 10 fois plus vite, on ne parle pas comme ça, comme par miracle, d'un arbre qui pousse plus vite que la normale. On parle de ces successions végétales qui structurent un écosystème forestier de petite taille. C'est ça qu'on accélère, hein. Donc, je vous parlais de cette dynamique qui met 200 ans. Là, on arrive à un résultat équivalent en 20 ans. En termes de croissance des arbres, en fait, comme on crée les conditions idéales de sol, avec l'ameublissement, avec les amendements, avec les micro-organismes dans le sol, on crée les conditions idéales pour les arbres et donc ils poussent au maximum de leur potentiel de croissance. Mais ils ne peuvent pas aller plus vite que leur physiologie le permet. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'ils poussent plus vite? Encore une fois, regardez des photos, allez voir, faisons une vous-même et observez les choses. Ok, merci. Alors, je me perds dans mes questions. Oui, voilà. Une question aussi d'Anne Léger. Les sols urbains sont tout de même en général des sols très difficiles en termes hydriques, de polluants, de places disponibles. Avez-vous une idée du potentiel sur les grandes villes wallonnes? Sur les grandes villes, évidemment, ce n'est pas évident parce que même si 100 mètres carrés, ce n'est pas si grand, moi je recommande quand même 5 mètres autour de la forêt. Donc
il faut qu'il n'y ait pas d'impétrant, il faut que, voilà. Donc, l'enjeu, c'est de trouver le terrain adéquat. Moi, je ne préconise pas, la méthode Miyawaki n'est pas la méthode miracle, c'est pas adapté à toutes les situations, le propos n'est absolument pas là. C'est un outil parmi d'autres. Si on est intéressé par la forêt, si on a un terrain d'une taille suffisante, si ça correspond aux aspirations du quartier, des riverains, eh ben, on est sur une solution qui peut être intéressante. Il y avait une question de Mélanie Head, justement, qui fait partie de nos orateurs du jour, qui demandait quel âge ont ces forêts de réussite exemplaire. Alors, en Belgique, la plus ancienne, elle date de novembre 2016. Donc, elle a bientôt 5 ans. 5 ans. Merci. Donc, c'est la deuxième, je crois, qui a été créée en Europe. Les premiers ont été les Hollandais avec IVN, hein, l'Institut un peu Wallonie Environnement, si tu veux. Et au Japon, ben, on a la plus ancienne, je crois qu'elle a 47 ans, à la Yokohama University. De nouveau, moi, je vous invite à aller euh, sur le site d'Urban Forest, allez voir, il y a des vidéos, des textes, des documents, il y a plein de choses, allez vous renseigner. Mais on a vraiment un beau recul maintenant et j'ai l'impression qu'on est sur une formule qui fonctionne. Ok, merci. Est-ce que la méthode préconise de mycorhizer les arbres et si oui, comment? Alors, non, moi je n'aime pas. En fait, ce que je fais, comme je vous disais, c'est que j'utilise des amendements et des compost-tés, un BioComplete Tea, qui est vraiment un compost idéal, plein de micro-organismes différents qu'on observe, qu'on vérifie au microscope. On va euh, passer dans de l'eau, dans un thé, pour augmenter pour concentrer en fait ces micro-organismes dans l'eau et on va les diffuser. Mais le plus important, c'est d'avoir une diversité phénoménale de micro-organismes. Idéalement, on parle d'avoir 75 000 espèces de bactéries différentes et 50 000 espèces de champignons différents dans un compost ou dans une terre idéale. C'est ce qu'on va... Et donc, de vraiment privilégier une bactérie ou une mycorhize ou un champignon spécifique, j'ai peur qu'on fasse plus de dégâts qu'autre chose parce que de nouveau, ça va être un peu le principe de la monoculture et de ces choses-là. Basé sur une bonne intention, finalement, on va limiter la diversité alors que l'enjeu est là. Juste en quelques mots, les bactéries ont souvent un nombre d'enzymes extrêmement limité, hein, une, deux, enfin quelques enzymes qui fonctionnent à des températures dans des conditions hyper spécifiques. Et donc, plus vous avez de diversité, ben, plus vous trouvez de solutions dans des conditions différentes. C'est ça l'enjeu. Donc, moi, je ne préconise pas du tout de se focaliser sur un mycorhize, un champignon, une bactérie spécifique. Il faut énormément de diversité. Ok, merci. Avez-vous des connexions, les questions se calment, je vous rassure. Avez-vous des connexions avec le projet de récréation de la forêt primaire européenne porté par le botaniste Francis Allais? Non, pas du tout. La forêt primaire, c'est quelque chose de complètement différent. Encore une fois, il ne faut pas mélanger les choses. Une forêt Miyawaki n'est pas du tout une forêt primaire. Une forêt primaire est une forêt intacte. L'enjeu de Francis Allais, on s'est rencontrés, on a discuté de ces choses-là. Donc lui, l'association Francis Allais pour la forêt primaire a publié un texte favorable à la méthode Miyawaki. Je trouve que c'est une solution tout à fait intéressante. Mais l'enjeu de Francis Allais, le botaniste, est vraiment de préserver les forêts existantes. Je pense que c'est primordial. Vous voyez, les forêts Miyawaki, l'intérêt, c'est de sensibiliser, d'inspirer, d'éveiller les consciences pour aller plus loin. C'est pas une solution en soi et c'est certainement pas adapté à grande échelle. Voilà. Donc, encore une fois, toutes ces solutions sont complémentaires. L'une n'exclut pas l'autre, l'une n'est pas meilleure que l'autre. Ça dépend du contexte, des motivations, des aspirations de chacun. Là, je ne sais pas si ça a un lien avec du coup, le fait qu'il n'y ait pas d'études, mais
on nous demande quand même s'il y a un document qui analyse au moins les coûts en argent, le temps que ça demande, peut-être les différentes étapes, ce genre de choses-là. Est-ce que tout c'était sur le site, en fait, Urban Forest ou, Écoutez, les coûts ne sont pas publiés sur le site parce qu'ils dépendent de plein de facteurs, de la surface, des conditions, etc. Est-ce que c'est participatif? Est-ce que c'est Urban Forest qui fait tout? Est-ce qu'on le fait de façon participative? Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous voulez absolument avoir un coût, on parle de 15 à 50 euros du mètre carré. Voilà, tout Ok. compris. Eh bien, je pense que j'en ai fini avec les questions, mais n'hésitez pas, peut-être même, parce que Myriam, par exemple, avait beaucoup de remarques à vous exprimer à l'oral. Il n'y a vraiment aucun souci si vous le voulez. J'aurai de toute façon les différentes remarques, etc., dans le chat. Donc, ce sera enregistré aussi si jamais. Et donc, bien, je pense qu'on peut vous laisser partir, du coup, monsieur de Brabander, Merci pour beaucoup. terminer votre Encore une plantation. fois, merci beaucoup pour cette invitation. Merci de me permettre de rejoindre cette communauté finalement de planteurs. J'en suis ravi. Et voilà, on fait une plantation aujourd'hui à Sterrebec, la semaine prochaine à Braine-l'Alleud et on continue après d'autres projets encore. Si c'est un sujet qui vous intéresse, ben, rejoignez-nous à une plantation. Appelez-moi. Je suis ouvert quand mon interlocuteur est ouvert. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Merci, bon courage. Au revoir. Alors, on continue donc avec une question pour monsieur Campanella. Donc, sur les mycorhizes, justement, comment faire en sorte que les mycorhizes puissent se développer. Oui, Voilà, merci. content de vous entendre depuis tout à Oui, l'heure. Très contente que intéressant tu nous entendes. comme discussion. Alors, au niveau des mycorhizes, je pense que la solution la plus simple qu'on ait à portée de main pour le moment, c'est effectivement l'apport de matière organique en surface, au niveau du pied d'un arbre existant ou bien au pied d'une nouvelle plantation. Alors après, il y a la matière organique dans sa nature. Si on part de la méthode Miyawaki, on a vu précédemment, ils utilisent pas mal la paille, mais pas uniquement. Et nous, dans les plantations et dans les chantiers que j'ai suivis, on utilise plutôt le BRF, donc le bois raméal fragmenté. C'est plus qu'un paillage, parce que c'est vraiment un mulch. Donc cette matière organique, elle va se dégrader, elle fait une couverture du sol, mais elle va aussi se dégrader. Elle va permettre en même temps, dans pas mal de cas, parce que nous on travaille souvent dans des parcs, d'éviter que les gens ne continuent à compacter le sol qu'il est déjà. Et ce qu'on remarque, c'est qu'assez rapidement, en 2 ou 3 ans, on commence déjà à avoir une décompaction au moins en surface de ce sol. On creuse un peu, on retrouve des vers de terre qu'on n'avait plus. Et voilà, en creusant un peu, on retrouve aussi de la racine fine et sur ces racines fines des mycorhizes. Et les mycorhizes sont venues toutes seules en fait. On n'a pas inoculé quoi que ce soit. Les champignons sont très présents dans l'environnement. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Pour les arbres, il y en a qui sont même dangereux. Mais on ne va pas s'amuser non plus à sélectionner. Je rejoins Urban Forest là-dessus. Ce n'est pas l'idée d'inoculer une seule souche. Ça a été fait pendant des années avec des produits qui existent. J'ai vu des chantiers où on inoculait d'ailleurs certaines souches qui n'étaient absolument pas compatibles avec l'arbre que l'on essayait d'aider, puisqu'il y a plusieurs types de mycorhizes et certains arbres s'associent avec certains champignons et pas forcément avec tous. Donc là, le mieux, c'est de laisser effectivement la nature faire. Après, on peut la booster un peu si on en a l'occasion. Et une façon simple de le faire, c'est d'aller prélever un peu de litière au pied d'un arbre existant et qui est en bonne santé. Il y a des champignons là-dedans et ça va se multiplier assez vite si on... j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme le pain ou le vin, il n'en faut pas beaucoup pour que ça puisse ensemencer un nouveau pied d'arbre. Et donc voilà, le BRF, ça fonctionne vraiment bien et c'est quelque chose qui est assez disponible, j'ai envie de dire. Quand on fait des chantiers d'élagage, on a rapidement du BRF. Et donc c'est une bonne façon de s'en servir. Petite note quand même, c'est pas du bois broyé, hein.
parce que sinon, vous allez avoir un problème de fin d'azote. C'est important que ce soit du rameau qui soit broyé pour qu'on ait quand même au niveau de l'écorce et au niveau de l'aubier des éléments nutritifs qui permettent au bois ligneux de bien se dégrader au profit du sol et pas d'aller pomper tout l'azote pour qu'il puisse se dégrader. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que ça fonctionne moins bien avec d'autres paillages? Je pense au miscanthus qui est beaucoup utilisé, ou est-ce que ça peut aussi amener des mycorhizes? Ben, le paillage, quand on l'utilise comme ça, que ce soit de l'écorce, du miscanthus ou d'autres choses, il a surtout comme objectif de ne pas se dégrader trop vite, puisqu'un paillage, on ne va pas vouloir le renouveler trop rapidement. Donc, la dégradation étant plus lente, on a un effet de barrière et on a une humidité en dessous qui reste intéressante. Ça, c'est déjà un bon effet. Mais on ne va pas avoir l'effet de formation d'humus, ou en tout cas beaucoup moins rapidement qu'avec du BRF. Un BRF, en 2 ou 3 ans, une couche de 5 cm peut déjà être quasiment complètement dégradée, qu'avec un paillage d'écorce, ça va rester encore en place. Et donc, on aura certainement des mycorhizes qui vont se développer sous un paillage classique, j'ai envie de dire, même si vous mettez un paillage comme on peut le faire dans certaines zones arides avec du caillou, vous allez avoir en dessous des mycorhizes qui peuvent se développer quand même, parce que vous avez simplement une protection du niveau du sol. Les champignons détestent le travail du sol, ils détestent la compaction. Et donc, si vous arrivez déjà à avoir une zone qui ne soit plus piétinée et dans laquelle on ne fait pas de travail de surface, c'est déjà positif pour les champignons. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, désolée si vous entendez mon chien qui pleure. Le pauvre. J'essaie de le calmer à distance. Mais du coup, il y avait d'autres questions pour Mélanie Ed, et donc notamment pour le point F au niveau de l'étude d'impact. Qui, chez vous, peut-être va le faire et quand est-ce que vous comptez le mettre en place? L'étude d'impact. Ah oui, écosystémique et les îlots de chaleur. Donc, en fait, c'est toujours le même marché public. Donc, c'est les mêmes. Donc, chez nous, c'est l'ICEP et l'UC Louvain qui ont remporté ce marché-là. Donc, ils ont fait les études préalables pour la cartographie, pour les strates herbacées et artificialisées. Ils ont fait tout le raisonnement qui a permis de prioriser les quartiers avec la carte des îlots de chaleur qui existait déjà avec une maille de 100 mètres. Là, ils ont fait appel au Vito comme sous-traitant, donc c'est l'équivalent de l'ICEP mais en Flandre, qui est en train de sortir une carte beaucoup plus fine avec un maillage de 1 mètre sur 1 mètre qui va servir notamment à tous les urbanistes en fait et aux aménagistes pour pouvoir vraiment cibler les hotspots et voir ce qu'il y a lieu de faire à chaque réaménagement public. Et alors, les services écosystémiques et l'impact des arbres plantés sur les îlots de chaleur, ce sera également les mêmes auteurs d'études qui ont été engagés, en fait. D'accord, ok, super. Merci. Et une dernière question, toujours pour vous. Quelle stratégie de levée des freins citoyens vis-à-vis de la présence d'arbres avez-vous mis au point? Donc, notamment par rapport à la peur des dégâts aux bâtiments, aux voitures, en cas de branche tombée, les feuilles au sol qui tombent, l'ombrage que ça peut apporter, ce genre de choses-là. Donc, parallèlement au marché public scientifique qui a été mis en place, on a aussi développé un marché en termes de communication et de participation citoyenne. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de campagnes et de communication qui va devoir être faites pour démystifier un petit peu tout ce qui touche aux arbres. Alors, en termes de bâti, par exemple, on a demandé des illustrations photoréalistes de certaines rues emblématiques liégeoises où on a donné, nous, nos critères pour des arbres. Alors, on n'a pas demandé que ce soit des arbres de 2 mètres 50, 3 mètres de haut qui soient représentés. On aimerait bien vraiment qu'ils soient comme la rue sera d'ici 20-30 ans. Donc, on a donné nos critères de hauteur, de hauteur de couronne, etc. Et en taille, ce qui est décidé, c'est de laisser un port semi-libre à l'intérieur de la rue, mais du côté bâtiment, de faire une réduction à l'anglaise et donc d'avoir quelque chose un peu plus droit et un peu plus écarté des bâtiments. Et donc, ces tailles-là sont représentées sur les photos réalistes et donc les gens vont pouvoir se rendre compte que oui, il y aura un arbre devant chez eux, mais il ne sera pas
contre leurs vitres et il y aura toujours un espace minimum qui sera respecté entre l'arbre et le bâtiment. Donc ça, c'est pour le bâti. Pour les branches qui tombent sur les voitures, mais ça, normalement, il y aura un service d'entretien. Il y a des bûcherons à la ville de Liège qui vont tout faire pour éviter ces chutes-là. Maintenant, il y aura toujours des petits rameaux. Voilà, mais vraiment, le but, évidemment, c'est pas de mettre en danger tous les citoyens et les personnes qui se promènent dans les rues liégeoises. Et alors, en termes d'ombrage, mais c'est tout l'enjeu du plan canopé, c'est de pouvoir offrir un confort thermique, donc de la fraîcheur en fait en été, mais également de pouvoir offrir une certaine protection contre les vents et donc le froid en hiver. Donc, on va aussi devoir beaucoup dialoguer, choisir les essences. Dans certaines voiries, ce seront plutôt des arbres fastigiés, dans d'autres un peu plus développés et sans doute jouer sur la densité du feuillage. Donc, un charme est beaucoup plus touffu qu'un chêne, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on va devoir s'adapter évidemment chaque fois au contexte et beaucoup dialoguer avec les riverains. Et alors, pour ce qui concerne les feuilles, là, c'est toujours le même souci. Quand on veut planter un arbre, on a des personnes qui rouspètent et quand on veut en abattre, on en a d'autres qui rouspètent. Et on va devoir concilier la chèvre et le chou. Voilà. Tout à fait, merci. On peut aussi évidemment rappeler, je pense aux citoyens, les services écosystémiques rendus par les arbres et le pourquoi du comment, en fait, on les amène en ville. On a essayé de faire tout un argumentaire, j'avais envoyé ça à la ville de Frameries, pour justement contrer un petit peu toutes ces remarques émises par les citoyens, et notamment pour la chute des feuilles, en fait, qui pose problème apparemment à beaucoup de gens. Mais donc voilà, si jamais ça vous intéresse, on peut aussi vous fournir ce genre de choses-là. Et alors, je ne vois pas la dernière question de Madame Landa. Je ne sais pas si tu la vois, Mélanie. Je vois qu'elle vient de poser une question, mais bon, avec mon clavier, j'ai un peu du mal à voyager dans mon document. Je ne sais pas si Thibaut peut-être ou Pierre-Laurent, vous pouvez poser la question à ma place. Le dernier message que je vois, moi, c'est de Gwen Frisson. Ah oui, elle me l'a envoyé qu'à moi. Madame Landa, est-ce que vous pouvez envoyer le message à tout le monde? Alors, qui a remporté le marché de la communication? Voilà, merci. Alors, chez nous, c'est un partenariat, enfin, c'est Omedia, c'est une boîte de com qui a remporté le marché et qui sous-traite les images 3D à Quick IT, je ne sais jamais comment prononcer ça. Et alors, on a aussi tout un atelier sur la participation. Et là, c'est en cours de développement et c'était fait par ID Campus, mais qui vient de mettre la clé sous le paillasson. Donc, voilà. Et donc, il y a vraiment ces 3 volets qui sont réfléchis. On a une brochure qui est en cours de réalisation pour pouvoir vraiment diffuser au grand public, expliquer ce qu'est le plan canopé, expliquer tout ce que je vous ai montré, mais de manière peut-être encore plus vulgarisée, en disant voilà pourquoi on fait aussi appel aux citoyens. La ville va participer, elle va planter dans l'espace public, mais on a aussi besoin que les personnes qui ont des jardins puissent s'impliquer. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas de jardin, mais qui veulent participer, on va aussi également trouver et développer des actions. Maintenant, c'est un plan qui va se réaliser sur 10-12 ans, donc on se donne le temps de faire les choses bien et de les réfléchir avant de foncer. Ok, super. Un grand merci. Je vois la dernière question, ça y est. Et donc, oui, pas de souci pour ceux qui veulent. Bon, l'argumentaire, c'est vraiment quelque chose que j'avais envoyé par email, donc je peux le mettre en forme si vous préférez. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, je peux envoyer ça. C'est juste tous les services écosystémiques rendus par les arbres et pourquoi ils sont importants à maintenir et pourquoi il faut maintenir aussi de vieux arbres en ville, s'ils sont en bonne santé, évidemment. Donc voilà, je ne vois plus de questions. On a bien dépassé le timing. Ah oui, Mélanie, oui. Quand tu parles d'argumentaire service écosystémique, c'est axé uniquement en biodiversité ou régulation, ou ça parle aussi du rôle social, culturel, etc. pour les arbres? Je parlais en tout cas aussi du bien-être que ça apporte aux habitants avec des chiffres à l'appui. Maintenant, c'est vraiment un petit, faut pas vous attendre à un gros document, c'est vraiment un tout petit argumentaire qui est peut-être pas tout à fait complet, donc on peut encore rayon se penser, je vais dire ça comme ça, mais voilà, je peux toujours vous l'envoyer si ça peut vous aider, et peut-être même Mélanie, si tu sais apporter
on ne sait jamais, ou M. Campanella, d'autres arguments en plus, si jamais il en manque. On peut toujours... Une fois que le plan Canopé sera vraiment lancé de manière officielle, toutes les infos seront disponibles sur le site de la ville de Liège. Et donc, les résultats des études vont paraître au fur et à mesure, mais pour le moment, c'est encore un peu trop tôt. Oui, tout à fait. Super, c'est bon à savoir. Un grand merci en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup à vous deux et trois pour Monsieur de Brabander qui est parti. Il y a juste une dernière question. Comment faire pour avoir le flyer réalisé par la ville de Liège pour Mélanie? Alors, la brochure, une fois qu'elle aura été publiée et diffusée, normalement, elle sera sur le site internet de la ville. De la ville. Super. Un grand merci à tout le monde en tout cas. Merci beaucoup pour votre participation. C'était très vif, je m'en doutais. Donc il y a des sujets un petit peu polémiques, donc forcément ça induit des débats. Mais c'est très bien, très chouette. Et normal. donc oui, c'est tout à fait normal. Un grand merci en tout cas à vous et aux participants. Et une bonne après-midi à tous. Merci. Merci.